À l'affiche. Ou pas. À l'affiche. Toi, t'es allé au cinéma dernièrement ? Oui, j'y vais presque tous les jours. Mais si j'y vais pas, parfois je regarde de bons films à la télé. Ah oui, à la télé, c'est pas mal aussi. C'est pas mal aussi. Ouais. Mais en prévisionnement, c'est moins bien quand même. Oui, il vaut mieux l'avoir vu avant et replonger dedans quand on l'a. C'est ça, retourner au cinéma, le pied de retourner au cinéma. Voilà. Ou regarder un bon film télé, même les séries d'ailleurs. Oui, on peut parler de séries aussi. Ah oui, il y a du boulot là. C'est vrai, mais en fait, si on veut parler de cinéma, c'est parce qu'on veut parler d'émotion. C'est ça, et de vérité, de curiosité. Bref, on veut faire rêver, quoi. Oui, et continuer de rêver nous-mêmes. Bref, on vous parlera de films qui sont à l'affiche. Ou pas. Bonjour à vous, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Coucou Geneviève. Coucou Elvire, coucou Nicolas. Coucou Nico Mosquito. Alors on est bien ici à la radio sur Léo et on a plein de films qu'on souhaiterait partager. On hésite, c'est terrible. On est comme souvent dans la frustration, mais il y a un choix énorme en ce mois de décembre. Oui. Alors on vous propose un petit patchwork de films dont nous avons les bandes annonces, dont nous n'avons pas les bandes annonces, des films en français, des films en anglais. Voilà, le choix a été cornélien. Et c'est Geneviève qui va ouvrir la danse avec Gérald. Gérald le Conquérant. Voilà, de Fabrice Eboué. Oui, j'ai failli dire Guillaume. c'est bien Gérald. C'est bien Gérald. Alors, Fabrice Eboué, vous connaissez, il a d'abord fait des films comme Casse Départ ou Le Crocodile du Botswana, où il a affirmé sa négritude. Il travaillait sur c'est ce qu'il dit lui-même. Il est venu à Rouen pour parler de son film et il disait que ce qu'il avait le plus important pour lui, c'était de commencer par parler d'assumer sa négritude. Et maintenant, il avait ensuite parlé de son cœur qui est normand, puisque sa mère est normande, son père est ougandais, je ne sais plus de quel pays, africain, pardon. Et je trouverai le pays parce que son histoire est amusante. Donc, pour affirmer ça, il a trouvé une idée très drôle d'un personnage donc métis, qui veut absolument être normand, à fond normand, tellement normand, qui rêve de créer un parc d'attractions, pas un parc Astérix, un parc un peu plus comme le Puy du Fou, enfin quelque chose où les racines normandes seraient présentes et en l'honneur d'un des héros les plus normands, c'est-à-dire Guillaume le Conquérant. Voilà. Donc à partir sur cette idée-là, on va le voir chercher à persuader des politiques, chercher à trouver des financiers, chercher qu'ils l'accueillent poliment, mais il suffit de lui un peu. Il va même chercher une star, Franck Dubosc, forcément, qui parle de sa normanditude, mais qui n'est pas tellement prêt à jouer les publicitaires. Et puis, finalement, il décrit une forme de nationalisme que ce soit normaux ou autre chose, le nationalisme, c'est pas toujours très beau, quoi. Donc c'est drôle, c'est grinçant, et je recommande parce qu'on rigole bien. Et alors on apprend ce que c'est qu'une vache normande. Est-ce que tu sais est-ce que tu verrais C'est les noires et blanches. Oui, mais pas seulement, parce qu'il y en a des noires et blanches qui viennent du Vermont, du Maine. Non, là particulièrement, c'est qu'elles ont des yeux au bord noir. Ah, ça c'est les Normandes. Voilà, ça c'est les Normandes. Donc, qui nous font du vrai camembert. Qui nous font du vrai camembert. Voilà. Donc pas celui qu'on va trouver dans l'Est. Si vous voulez vous amuser sur un sujet à la fois intéressant, parce qu'il est mordant, hein, il y a des petites critiques sur on est chez nous, les Parisiens, c'est le grand remplacement, on entend tous ces mots qu'on entend ailleurs et autrement et de façon beaucoup plus grave, et ça fait réfléchir. Voilà. On se fait la bande-annonce ? On se fait la bande-annonce. S'il te plaît, Nico. Gérald, vous êtes un amoureux de Guillaume le Conquérant et vous projetez de lui offrir un parc d'attractions à son nom. Parc d'attractions identitaire. Rien à voir avec Disney. Mickey est un rat comme tous les Américains. On prend cette ferme et on appelle les écoles aux alentours, on fait un projet pédagogique. Et c'est ce qu'on a fait, voilà. Il a le truc avec les gosses. D'ailleurs, jamais une vache normande est toute blanche ou toute noire. Sinon, on risque quelque chose de très grave, les enfants. C'est le grand remplacement. Il faudrait vraiment qu'on soit une armée. Il y aura de la bière ? Comme les Parisiens sont jamais là pendant la semaine, on squatte leur résidence secondaire. On mettra une mauvaise note sur TripAdvisor. Le parc sera le berceau de la renaissance de notre identité. Ton parc, il se fera jamais, ouvre les yeux! Tout le monde se fout de ta gueule! Mets 1 euro sur ton parc. La Normandie, c'est moi! Qu'est-ce que vous foutez chez moi? C'est la Normandie, ici! C'est nous qu'on est chez nous! Ouais! C'est un complot parisiano-dovilo financé par les Américains. Quand je vois des Parisiens qui s'abrisent sous des parapluies, j'ai envie de le prendre et leur casser sur la gueule. Va sur la Côte d'Azur! Ce n'est pas mon parc, c'est votre parc. C'est pour la Normandie que je me bats, pour les Normands, pour vous. Ouais! Oh le con! Guillaume, au secours!
J'aimerais bien être une mouette, moi. Puis chier sur les Parisiens. Alors là, moi je me permets, mais c'est souvent des goélands qu'on voit plus que des mouettes. Oui, il s'y connaît mieux en vache. Mais ça donne envie en effet. Les enfants vont bien de Nathan Ambrosioni. Je crois que là on fait un grand écart parce que les enfants vont bien, c'est vachement moins drôle. Oui, c'est carrément un grand écart. Ouais. Et Nathan Ambrosi, c'est un jeune réalisateur de 26 ans. Il a déjà fait Charlie. C'est raté. Ça va revenir. Avec toujours Camille Cotin. Il mettait en scène. Alors, il faut que je retrouve. Je suis pas prête. Je suis désolée. Désolée, c'est moi qui suis désolée. Je te donne la parole. Les enfants vont bien, c'est bien, c'est ça. Je l'ai. Voilà. Et Tony en famille. Voilà, c'est l'histoire d'une femme qui a plusieurs enfants, seule avec ses enfants. Le père est parti ou n'est pas là, et elle décide de reprendre sa vie en main, de ne pas être que mère et de faire des études. Donc ça, c'était un premier volet sur la famille. C'était lui aussi. Il n'avait que 25 ans. Là, ce film-là, il est encore... c'est un autre sujet, mais encore autour de la famille, des familles. Une jeune femme qui est jouée par la chanteuse... Juliette Armanet. Merci Nico. Juliette Armanet. On la voit, ça part comme un dimanche à campagne où on se balade en voiture avec les 2 enfants et elle se dirige chez sa sœur qui est très surprise de Camille Cotin, qui est sa sœur aînée, très surprise de la recevoir et ils se comprennent pas, ils se voient pas souvent. Et en fait, la mère semble épuisée, la célibataire complètement assumé son célibat, son homosexualité, elle a sa vie, elle a pas du tout envie d'embarrasser par des enfants. Or, le lendemain matin, la sœur est partie. Et lui a laissé ses enfants. Voilà, en lui confiant avec une lettre ses enfants. Voilà. Et donc, la réflexion, est-ce que d'abord sur la disparition, qu'est-ce qu'on peut faire quand quelqu'un disparaît ? Les gendarmes répondent, on n'a rien à faire, c'est une adulte, etc. En plus, elle vous a confié les enfants, donc ils ne sont pas n'importe où. C'est vous acceptez, où on les place. Bien sûr. Voilà. Et elle bricole avec ça. Est-ce qu'elle va accepter de garder les enfants ? Est-ce qu'elle va s'organiser ? Est-ce qu'elle s'en débarrasse en les confiant à droite et à gauche ? Enfin, ça, c'est une vie à construire, quoi. Et c'est bien fait. C'est très, très classique. Voilà. C'est peut-être le seul reproche que je ferais, c'est que c'est pas... Une réalisation très conventionnelle. Très conventionnelle, avec des acteurs qui sont bons, avec... Mais en fait, voilà, si on veut s'interroger sur la famille sur comment construire sa vie et qu'est-ce qui... Voilà, et peut-être le droit de disparaître quand on en peut plus. Oui. Ça, c'est une grosse question. Lelouch avait fait ça déjà. Oui. Mais c'est un sujet qui peut être retravaillé, bien sûr. C'était un homme. J'ai l'impression que c'est différent quand les hommes sans enfants. C'est pas pareil qu'une mère qui laisse ses enfants. C'était un point de vue féminin, évidemment. On écoute. Suzanne ? Salut. Qu'est-ce que tu fais là ? J'ai pas le droit de venir voir ma sœur sans rendez-vous. Bah si, t'as le droit. Je suis fatiguée. On se parlera demain. On prendra le temps. Elle est où, ma mère ? Elle est partie où ? J'ai l'impression que votre sœur, elle était à bout et qu'elle est partie. Suzanne ? Ça ressemble plus à une disparition volontaire qu'à une disparition inquiétante. Donc vous allez pas aller la chercher ? Non. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi c'est à moi qu'elle confie les enfants ? Qu'est-ce que je suis censée faire là ? Tout laisse à penser que Suzanne est en pleine possession de ses moyens, qu'elle est seule et qu'elle a choisi ce départ. Qu'est-ce qui se passe si moi je veux pas m'occuper des enfants ? J'aime pas cet endroit, je veux rentrer chez moi ! Je me suis dit que peut-être tu voulais pas nous voir. Ah mais non, mais pas du tout. Bah ça se peut. Regarde la preuve, Suzanne, elle veut pas nous voir. C'est pas à cause de vous. Je sais que c'est difficile à concevoir, mais parfois on peut laisser les gens qu'on aime par amour. Maman, c'est toi ? Parfois on ne voit pas d'autre choix que de s'éloigner pour ceux qu'on pense être leur bien. Est-ce que vous arrivez à entendre ça ?
C'est assez intéressant sur la place de la femme, quand même, le regard que ça pose. Surtout que c'est un jeune homme. Non, c'est pas lui. Si, c'est le jeune homme. Il a 28, c'est intéressant. 26 ans. Et je voudrais ajouter que le film a eu la Salmon d'Or au Festival du film francophone d'Angoulême, et que les enfants sont particulièrement bons. Et finalement, le regard des enfants est intéressant aussi, parce que après tout, faut eux qui trouvent leur place avec le sentiment d'abandon. Donc c'est vraiment sérieux. Et ils ont une observation, leur observation est incroyable, parce que le gamin comprend bien vite que la sœur aînée est plus riche que sa mère. Et donc tu veux pas de nous alors que toi t'es riche. C'est assez amusant d'entendre ça. Ils observent. Après tout, ils sont pas si mal que ça. C'est peut-être mieux même d'être là. D'une manière ou d'une autre, c'est vrai que l'aspect matériel compte beaucoup et c'est montré du doigt. Ça me faisait penser à un film, je ne sais pas si tu l'as vu, Mama de Orsinaï, mais je ne sais même pas s'il est déjà sorti en fait, parce que la sortie était indéterminée. Je l'ai vu à Cannes, c'est l'histoire d'une femme qui, je viens de m'en rappeler, c'est l'histoire d'une femme qui, pareil, se retrouve obligée d'aller travailler, mais à l'autre bout du monde, et du coup, elle laisse ses enfants, et elle ne revient, mais que genre une fois par an ou tous les 2 ans. Et donc, c'est une inversion totale des rôles comme on a l'habitude. Et en même temps, ça raconte énormément sur la relation de la mère, sur la relation de la femme en Europe, pour le coup, parce que là, c'était ça. C'est intéressant, ces regards-là. Il y a eu déjà des films sur les mères qui vont s'occuper des enfants des autres, dans d'autres pays, parce qu'ils vont avoir de quoi faire vivre leurs propres enfants. Exactement. Et il y avait l'histoire d'une petite fille comme ça. Magnifique. Comment est-ce qu'il s'appelait ce film ? On va retrouver. Qu'est-ce qu'il était émouvant, mais extrêmement émouvant. L'année dernière. Oui, c'est ça, l'année dernière, 2 ans au plus, parce qu'on a eu des centres, donc ça peut être... oui, tout à fait. Mais c'était Gloria. Gloria, je crois. Mama Gloria. Mama Gloria. Ama Gloria. Quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Absolument magnifique. Fabuleux. Oui, on y pense d'ailleurs beaucoup. Bref, voilà, c'est un beau film à aller voir, simple. Mais c'est bien le simple. C'est pour ça que je mets le bémol sur les enfants bien, parce que c'est propre, c'est carré, c'est réflexion, mais ça ne nous touche pas autant que des films comme Mama Gloria. Mais bon, ça a le mérite d'exister. Et puis ça a eu la Salmon d'Or, donc ça mérite d'être vu. Bien entendu. Un petit écart qui n'en est pas vraiment un, parce qu'on n'est toujours pas dans du gai, mais en même temps dans un film un peu puissant. Alors celui-ci, je crois qu'il a quand même un petit peu plus de puissance, justement. J'ai pas d'autre mot que celui qu'on vient de nommer, Qui brille au combat, de Joséphine Japy. Et pourquoi il a plus de puissance à mes yeux ? C'est parce qu'on est avec le handicap. Et ça change un tout petit peu la donne. C'est comment gérer, comment vivre le handicap. Et Qui brille au combat, c'est le nom de la petite Bertille. Oui, Bertille. La petite personnage. Qui brille au combat veut dire, Bertille veut dire qui brille au combat. C'est incroyable. C'est à la fois ce nom-là. Je savais pas. C'est à la fois ce que ça veut dire, c'est à la fois le prénom, et c'est à la fois l'image qu'on donne à la maman précisément, mais à la famille en fait. Pas que à la maman. C'est comment vivre et comment partager en essayant d'être le plus simple possible, d'avoir une vie normale, mais avec une personne en situation de handicap lourd, mental. Et dont on ne connaît pas la durée potentielle de vie. C'est aussi un handicap supplémentaire. Bien sûr, ils ont une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Tout à fait. Moi, j'avais noté que le film commençait sur des plans, parce que je l'ai vu à Cannes, donc ça remonte un peu, on est en décembre. Le film commence sur des plans aussi beaux que symboliquement intéressants, il me semble. C'est ça, hein. Saisi par l'idée de reflet dans la vitre, oui, c'est ça, qui regarde le monde et comment nous observons nous-mêmes, ou entre nous humains, parce que c'est Bertille qui est à l'extérieur et qui ma mémoire se remet en même temps. Bertille qui est à l'extérieur et qui observe une fête. Et qui d'ailleurs s'échappe, et bon, je vais pas spoiler, mais c'est comment est-ce qu'elle-même, elle regarde, et en même temps, il y a un jeu de reflets qui est très beau à voir. Et qu'elle est à l'extérieur de cette fête. Et elle est évidemment à l'extérieur de ce monde-là. Bertille, c'est l'adolescente cadette qui a un gène manifestement défaillant, mais on n'en sait pas plus. Elle est atteinte d'un syndrome que l'on peut apparenter à un syndrome autistique. Pour faire large, pour faire gros. Elle est surtout entourée d'une mère, d'une sœur aimante et indéfectiblement présente. Et le film choisit de nous envoyer à ce qui nous échappe. Les acteurs, surtout la petite Bertille, sont prodigieusement interprétés, vraiment très très beaux. Et tout fait sens dans le beau et dans la vie. J'ai trouvé que c'était une petite... j'ai presque envie de dire une petite pépite, parce que c'était vraiment un petit joli film. Profond. C'est profond.
On n'a pas de bande-annonce. Tu avais autre chose à dire, toi, sur ce film-là ? Non, mais je peux faire un comparatif avec un autre film que j'ai vu qui sort le 10 décembre prochain, là, qui est justement aussi sur le handicap. Elle n'entend pas la moto. Exact. Qui est un documentaire, cette fois. C'est pas un film de fiction, c'est un documentaire sur une jeune femme sourde qui a un enfant de 2-3 ans, magnifique et tout ça. Et on découvre son histoire progressivement avec des images d'aujourd'hui et des images qui ont été filmées toute sa vie. Donc on revient à sa famille, ses parents entendants, sa sœur aînée entendante, son petit frère malentendant, et ces deux destins qui vont pas avoir la même vie. Elle va réussir à sa vie en étant kiné, en se battant pour faire des études, etc. Et lui qui n'a pas réussi à trouver sa place, n'a pas réussi à se battre et qui a fini par se suicider. Donc on retrouve cette famille redécouvrant les images du passé pour rendre hommage à ce fils perdu et comment ça a été dur pour les parents à la fois d'élever les enfants, de leur apporter le mieux possible et d'être face à un succès et un échec, quoi. Et c'est très très bien filmé, les parents sont bouleversants, et on découvre aussi l'impuissance, le manque de l'État qui n'aide pas assez les handicapés dans leur vie, quoi. Et les accompagnants, et les aidants, enfin la famille, enfin c'est particulier. Voilà. Hein. Donc c'est un film vraiment touchant, très beau aussi à voir, très émouvant. Okay. Moi j'ai eu les larmes aux yeux plusieurs fois. Ah oui, d'accord. On parlera tout à l'heure d'un film qui est à mi-chemin entre le documentaire et la fiction. Oui. J'avais envie de finir sur ça, mais alors là, en parlant de larmes aux yeux, qu'est-ce que j'ai été bouleversée. On va y revenir, promis, on est au marché. Alors on vous propose, parce que c'est Noël, Animal Totem maintenant, c'est de Benoît Delépine. Allez, on rigole un peu avec Delépine quand même. On rigole. Un peu acerbe, toujours. Oui, toujours. On rigole, et c'est effectivement acerbe, et c'est très original. Alors là, au niveau de mise en scène, même moi qui ne suis pas spécialiste, j'ai remarqué quand même des choses incroyables. C'est-à-dire qu'on connaît les plans des westerns, vous savez. Il joue sur ça. Alors, il joue pas seulement sur un scope, c'est ça. En cinémascope. Comme il était une fois dans l'Ouest, tout ça. Sauf que lui réduit encore le champ, tout ça. Alors en disant qu'il s'est fait engueuler par les télés, parce qu'aucune télé va vouloir prendre ça. Ouais. Mais bon, on connaît Benoît Delépine, hein, il était tout seul. En plus, il dit j'étais tout seul sur ce film-là. Alors j'ai fait ce que j'ai voulu. Il est vraiment très drôle. Donc son histoire, c'est alors. On ne connaît pas le fin fond de l'histoire, en fait. On se balade avec un mec qui est avec une valise, tout seul, sans rien. Costume, plus de cravate, costume, chemise, etc. Et une valise attachée à une menotte, à son poignet. Et on voit qu'il se balade à travers les champs. En fait, il coupe la France, il va d'un point à un autre. On lui a piqué tout. En fait, on apprend petit à petit qu'on lui a tout piqué, ses papiers, son argent. Il n'a donc pas de moyen de prendre le taxi, ni quoi que ce soit, ni de louer une voiture. Et il a un but bien précis qu'on connaîtra qu'à la fin, tout à la fin. Peut-être récupérer la clé pour enlever cette mallette. En fait, c'est un truc de protection pour pas qu'on lui vole à chaque fois qu'on J'imagine, j'ai bien compris. Voilà. Donc, mais en fait, comme on le connaît, Delépine, c'est toujours des messages écologiques, des messages citoyens. Donc, Sami Ghesri, c'est lui l'acteur qui joue le personnage. Guesmi, non, c'est pas ça. Sa mission, c'est d'aller demander à... c'est pas Total, mais c'est Totem Énergie. Ah oui, d'accord. Okay. Voilà. Il va voir le patron pour lui demander de régler des comptes au niveau de l'écologie, du monde, etc. Okay. Donc voilà, j'en dis pas plus parce que ça se passe pas très bien. Mais voilà, on rit beaucoup et en même temps, ça fait réfléchir sur l'écologie, sur le monde actuel, avec des images étonnantes, quoi. Ok, on écoute la bande-annonce ? Merci. Il y a des choses à déclarer, monsieur ? Absolument rien à déclarer, monsieur. Monsieur l'agent, moi là, j'arrive de l'aéroport de Beauvais où je me suis fait tout voler. Avec vos menottes ? C'est une sûreté pour les assurances, c'est professionnel. T'es qui, toi ? T'as pas l'air d'un prédateur. Je poursuis un méchant dragon, pyrotétramate, qui va brûler le monde. On est sur le point de construire une usine qui va révolutionner le secteur. Et là, elle commence à me dire, il faut que tu te déconstruises. Ça veut dire quoi, ça ? Mais je sais pas ce que ça veut dire, justement, se déconstruire. Vous êtes chasseur ? Le business et la chasse, c'est pratiquement la même chose. Vous ne pouvez pas savoir à quel point. Mon camouflage
camouflage, c'est ce costume. J'ai avancé contre le vent, je vous ai suivi, je vous ai pisté. Maintenant, c'est l'instant de vérité. C'est pas très logique votre truc là, sur votre vélo, il y a écrit « Je sauve le monde ». T'as mal lu, il y a marqué « Je sauve mon monde ». Pas question de sauver les enfoirés. Avec une musique de Sébastien Tellier. Qui est très connoté western. On entend et c'est bien, la maison en Tellier. effet, on se croirait presque dans Il était une fois d'Amérique. Et on a ces images de grands... On le voit traverser un champ de tournesol, c'est vraiment magnifique. Le ciel bleu, le jaune du bas, on pourrait croire l'Ukraine aussi. Hein, parce que... Non, c'est vraiment très, très, très drôle. Et là, il y a un parti pris de mise en scène que même les gens nuls voient. Les non-initiés peuvent y voir quelque chose, y trouver quelque chose. Ouais. Puisque nous sommes partis sur un clin d'œil américain, on y reste. J'aurais pu la découvrir, moi, personnellement, à Cannes, mais nous l'avons découverte à Deauville. Je ne l'ai pas vue, moi. Tu l'as pas vue? Non. Oh, je crois que tu l'avais vue, Scarlett Johansson, Eleanor the Great. Et alors, on vous mettra pas l'abondance parce qu'elle est en VO, en anglais, mais c'est l'histoire d'une femme américaine. On est aux États-Unis, donc on est à New York, et c'est l'histoire d'une femme qui vient de perdre son amie. Quel âge? Elle a 80 et quelques balais. Voilà, c'est important. Bien sûr, j'allais y venir. Pardon. Ouais. Je t'en prie, mais t'as raison. Et elle vient de perdre son amie, et donc elle se retrouve un peu bon an mal an à retourner chez sa fille, qui, elle, est dans une vie très new-yorkaise et très organisée, timée, parce que c'est la grande ville, et que sa mère, c'est bien, mais enfin, c'est le moment où il serait quand même temps qu'elle aille dans une maison de retraite. Alors qu'en fait, à l'époque, elle vivait avec sa meilleure amie, quoi. Sa meilleure amie, c'était sa sœur, en gros. On comprend très vite qu'elles étaient sœurs, sauf qu'il y en a une des deux qui était juive et qui a vécu les drames que nous connaissons, et que Eleanor est une drôle de personnage qui rend hommage aussi à la mémoire de cette sœur. Je ne veux pas en dire trop parce que c'est pétillant. Et c'est non seulement pétillant, mais là aussi, le regard que Scarlett Johansson pose sur nous, c'est nous, êtres humains, nous, femmes, et puis nous, vieillissantes, et nous, sœurs, en fait, dans cette sororité qu'on va rencontrer dans la vie, et qu'est-ce qu'on en fait? Et ma foi, si on veut raconter l'amour de ceux la vie de ceux qu'on aime et qu'on a aimés, parce que justement, c'est une façon de les laisser encore vivre. Voilà, et elle le fait, mais vraiment avec. Alors d'abord le personnage, la protagoniste, l'actrice est génialissime, mais il y a des couleurs pétillantes, et on surfe sur l'humour juif aussi. Enfin, c'est vraiment une belle pépite. Voilà, et quand on vous dit Cannes et Deauville, c'est quand même deux belles petites références. Oui. On se trompe rarement avec ces festivals-là. Il était en compétition, il a eu un prix. Hein, oui, tout à fait. Ouais. Oui. Non, superbe. Vraiment un très beau moment de cinéma. Eleanor the Great. La condition ? Jérôme Bonnel. Alors Jérôme Bonnel, il est venu à Paris, à Rouen. Il est venu à Rouen demain. Hier, avant-hier. Il est venu demain. Non, c'est-à-dire qu'il vient demain, mais comme l'émission va sortir plus tard, c'est pas grave. On est en décalé. Donc il est passé par Rouen pour présenter son film La Condition, qui est une adaptation d'un livre, et c'est très très bien, c'est très intéressant. Alors, tout ça se passe à la fin du 19e siècle, donc dans une famille bourgeoise où un couple a été marié plus ou moins, un mariage organisé entre un bourgeois et une jeune femme de 24 ans qui est bien décidée à arrêter d'avoir à la son devoir conjugal, mais bon, ça ne marche pas et elle n'a pas envie de trop chercher à continuer. Pendant ce temps-là, le mari s'en accommode puisqu'il viole la bonne, donc voilà, tout va bien, tout se passe bien. Et jusqu'au jour où la bonne, elle tombe enceinte. Et là, la question se pose, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on la chasse? Parce qu'on ne dit pas vire, on dit dans cette culture-là, on dit on chasse, on va la chasser. Et puis finalement, la femme a une idée, et si on gardait l'enfant? Et donc on garde la mère en même temps, parce qu'on ne peut pas quand même faire ça. Donc il y a vraiment ce point de vue du couple bourgeois qui décide de la destinée des uns et des autres, de leur machin. On les garde, on les chasse pas, on les prend pas. Enfin, le consentement, là, on pourrait en parler même en tant que femme, en tant qu'épouse. Ouais. Et là où ce qui est intéressant, c'est que, à part l'observation de cette société, il y a les deux femmes ont
va y avoir un virage, un vrai virage entre les deux femmes qui vont se retrouver, elles, autour de l'enfant. Et j'en dis pas plus parce que on s'y attend pas. C'est vraiment une grosse surprise. Et vraiment. Donc la description de l'époque, la description des personnages, des rôles de chacun, parce que chacun a son rôle distribué. Le mari qui est des notaires, enfin bref, le notable. Et avec puis, Swan Arlo. Oui, avec Swan Arlo qui est formidable aussi. Et la petite bonne, elle est très bien aussi. Louise Chevillotte et Galata Belougui. Voilà, Galatea Belougui. Voilà. Et Louise, je ne connaissais pas bien et elle est bien aussi. Elle est beaucoup plus discrète, mais très bien. Et on est actuellement, hein, ou pas du tout? Ah non, c'est la fin 19e ou début 20e peut-être. D'accord. C'est vraiment... oui, 1908, pardon. Voilà. Ok. Voilà. Bande-annonce? Pardon. Pardon. Je peux débarrasser madame? Oui, s'il vous plaît, Céleste. Je suis si heureux de te retrouver, ma chérie. Je tiens à une grande harmonie entre nous. Huguette m'a dit que tu t'étais trouvé mal. C'est rien, sans doute la chaleur. Il faut que tu te reposes, que tu prennes soin de toi. Je t'ai fait peur. Vous ne connaissez pas la dernière? Céleste, notre petite bonne, est enceinte. Enfin, qu'est-ce que... Il va sans dire que cette grossesse déshonore notre maison. Madame, je ne peux rien faire. Tu comprends pas ce que je te propose. Mais à une condition. Laquelle? Que tu ne t'approches plus jamais de mon lit. Céleste, nous voudrions garder l'enfant. Vous voulez dire qu'il ne saura jamais que je suis sa mère? Désormais, cette porte restera sans clé de jour comme de nuit. Méfie-toi, Victoire. Pour la tranquillité de ton foyer, tu dois chasser cette bonne. Dis-moi où il est! En effet, c'est un beau grand écart là aussi. C'est bien, on vous fait un choix hyper varié. Et la mise en scène est très classique, mais ça va bien au style du film. De début 20e. C'est assez sombre, il y a moins de lumière, enfin, c'est adapté, ça colle bien à ce qu'il raconte, quoi. Ok. Je commence à avoir des petits... La petite cuisine de Mehdi, c'est toi qui gardes la voix. Oui. C'est de Amin Hadjina. Oui, c'est ça. Alors, c'est un film dont le jeune comédien principal est rouennais, Younes Boussis, donc un petit comédien à suivre, qui est d'ailleurs été à Rouen hier soir. Oui. Donc, il est le personnage principal d'un film. Et on parle de sa petite cuisine. Alors, il est cuisinier, certes, mais vous attendez pas à prendre des cours de cuisine avec lui. Sa petite cuisine à lui, ça consiste à faire en sorte que sa petite copine ne rencontre pas trop sa mère. Parce que ça fait un grand écart, encore du grand écart, entre la culture de l'une et la culture de l'autre. Comme quoi, l'intégration a encore du boulot. Hein. C'est vraiment difficile. Oui, des deux côtés, parce qu'on peut dire que la mère a du mal à accepter que son fils aille voir une autre femme d'une autre culture, quoi. Et elle qui s'intégrerait beaucoup, serait très étonnée aussi de voir la relation. Donc, Mehdi jongle entre son travail, sa copine et sa mère. Et là où ça devient une comédie, c'est lorsqu'il a une amie qui est très joviale, très intégrée, elle, qui est jouée par Yam Abbas, lui propose de jouer sa mère. Comme ça... La petite cuisine de Mehdi. La petite cuisine de Mehdi, c'est drôle, c'est touchant, et ça raconte beaucoup sur notre société qui n'est pas encore vraiment... L'intégration n'est pas encore tout à fait réussie. Aïe, 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 on ne devrait même pas dire ça, c'est terrifiant. Oui, c'est dommage. Quelle tristesse. La pire mère du monde, de Pierre Mazingarbe. Il n'y a pas la bande-annonce pour celui-là? Ah oui, la petite cuisine de Mehdi, on n'a pas mis la bande-annonce. Bon, enfin. Est-ce qu'on peut? Maman, pourquoi tu m'as jamais appris à cuisiner les plats algériens? Toi, pourquoi tu m'as jamais invité dans ton restaurant? Vous êtes la sœur de Mehdi. Non mais depuis le temps que je voulais te rencontrer. Mon frère nous cache, hein. Il a honte de nous. Oh, je viens avec
toi dimanche midi. C'est impossible. Il y aura la famille, il y aura les amis de ma mère et tout. C'est bien, comme ça je rencontre tout le monde. C'est compliqué, ma mère. Elle est au courant pour nous? C'est quoi le problème avec ta mère? Soit je présente ma copine et je la tue. Soit je la présente pas et ma copine me quitte. Tu veux que je fasse ta mère? Quoi? On ferait comment? Je la sens. Il y a tout le rail de l'Algérie qui monte en moi. Mais du rail tranquille. Tranquille. J'arrête 2 secondes. C'est quoi cette tenue là? Je suis en train de te faire une mère haut de gamme. Laïla! C'est Léa! Laïla! Vous l'avez su tout de suite qu'elle fréquentait des hommes pour gagner sa vie, ou vous l'avez découvert après? De quoi? T'as craqué ou quoi? Je créais des suspens dans ta vie. Elle ressemble pas vraiment à ce que tu me disais, non? Avec moi, tout est possible. T'es un grand malade. Mais qui fait ça, sérieux? Je suis en train de résoudre le truc là. Et ta mère, regarde. Ta vraie mère, gros. C'est pas tous les jours qu'on voit ta famille, J'ai tout perdu. Peut-être pas. Tu faisais semblant. Dites-lui, s'il vous plaît. On vous garde en observation. En observation. T'as entendu? En observation. Ça donne envie, en tous les cas. La bande-annonce donne vraiment envie. Ouais. Est-ce que tu nous en as raconté aussi? Merci, Geneviève. Donc, la pire mère du monde, cette fois-ci. Alors, la pire sans mère, bande-annonce, en plus. Oui, la pire mère du monde, eh ben, c'est... c'est avec Muriel Robin. C'est Muriel de Robin. Et c'est elle, la pire mère du monde. Mais quand on regarde le film, on pourrait penser aussi que la pire fille du monde, c'est Louise Bourgoin. Voilà. Alors, l'histoire, elle est... Alors, il faut savoir que c'est une comédie et que le réalisateur... Pierre Mazingarde, qui est un jeune réalisateur, en fait une version, un film de genre, hein, ça y va, ça vraiment à fond. Il a fait des courts-métrages un peu gore, un peu vampire et tout ça, donc là il se mesure, c'est des gens normaux. C'est quand même pas gore. C'est pas gore, mais ça va à fond dans tout ce qui va, donc c'est carré, hein, on y va. Donc la fameuse fille, parce que c'est elle le vrai sujet, c'est elle l'héroïne qu'on va suivre, est une brillante substitut du procureur. Pour vous donner un exemple d'absurdité, c'est qu'elle fête ses 1000 ans. Alors, on fête un anniversaire avec 1000 bougies. Alors, on se demande un peu, elle n'a pas 1000 ans. Non, 1000, c'est le nombre d'années de prison qu'elle a distribué. Donc, vous imaginez une fête comme ça, c'est assez drôle. Donc voilà. Et donc, elle vise naturellement le poste supérieur, de remplacer le substitut de Lyon et tout ça. Mais lui, il lui fait remarquer qu'il faut d'abord être aimé de tous ses collègues. Et c'est pas le cas. Elle est tellement vache avec tout le monde, tellement sévère, tellement stricte, tellement... Enfin bref. Et donc, il lui dit, il faudrait commencer par retourner sur le terrain, être plus humble. Et on l'envoie dans une petite ville toute paumée où la greffière est sa mère. Ah, ok. Voilà, et sa mère, c'est Muriel Robin. Et c'est vrai qu'entre les deux, ça passe mal. Donc, c'est toute cette histoire. On va découvrir pourquoi, petit à petit. On sait que la fille est motivée pour ressembler à son père, qui était un grand substitut, etc. etc. Et donc, redescendre vers le bas, s'occuper d'affaires de chiens au lieu de s'occuper d'affaires de drogue, tout ça lui déplaît beaucoup, mais il faut qu'elle le fasse. Et naturellement, des affaires vont monter, du chien, on va passer la drogue, enfin bref. Tout est organisé pour monter progressivement en tension et que finalement, peut-être que la mère et la fille vont se retrouver, mais on ne sait pas. On ne sait pas laquelle est la pire des deux. Laquelle est la pire des deux, on peut se poser la question. Alors, c'est presque sans transition et toujours en histoire de mère. Mais alors là, c'est un petit bijou. Dites-lui que je l'aime, de Romane Bohringer. On est à cheval entre le documentaire et la fiction, puisque Romane Bohringer est partie du livre de Camille Autain. Camille Autain ? Non, pas Camille. Clémentine Autain. J'arrive jamais à trouver son prénom. Clémentine Autain qui a écrit un livre sur son histoire et sur sa mère, le rapport à sa mère qui les a abandonnés, qui l'a abandonné. Et Romane Bohringer... c'est pas tout... Enfin, qui a eu du mal à... qui était actrice, donc souvent absente, etc. Et qui est décédée quand elle avait 12 ans. Voilà, c'est donc ça. Tout à fait. Elle s'est sentie abandonnée, pareil.
Ben voilà. Et donc en fait, Romane Bohringer se retrouve complètement en lisant ce livre-là, comme si le livre lui tombait des mains. Et donc elle en fait un documentaire, et elle va et vient entre son histoire et celle de Clémentine Autain, et des interviews que je trouve extrêmement touchantes de Clémentine Autain, qui lui dit mais moi je suis pas actrice, enfin ça va rien rendre, ça va être nul. Et en fait elle dit mais non, mais parce qu'il faut juste être tranquille. Mais comme on retrouverait ça vraiment avec n'importe quelle personne qu'on va filmer. Et là il y a une honnêteté, une sincérité dans ce film-là, un parti pris de départ de Romane Bohringer que je trouve très pur et très fort. On écoute tout de suite la bande-annonce. D'accord. Je chute, comme toi. Peut-être avais-je surtout l'angoisse qu'en m'identifiant à cette mère défaillante, je chute, comme toi. Il est bouleversant, son livre. J'ai envie d'en faire un film. C'est pas étonnant que cette histoire vous touche. Vous aviez quel âge quand votre mère vous a abandonné? Mais comment vous pourriez adapter ça? Il est 1h du matin, je suis seule dans la maison. Les assiettes débordent de l'évier. C'est marrant parce que c'est exactement comme ça que je pourrais décrire l'appartement de ma mère. C'est quoi, maman? Je lis des trucs que ma maman a écrits. Dans ses cahiers, elle écrit « Je suis née à Saigon, d'une mère vietnamienne et d'un père corse. Je ne les ai jamais connus. » Et vous n'avez pas envie de l'interroger là-dessus? On parle pas trop de ça avec mon père. Pourtant, j'en aurais des questions à lui poser. Quand je partais avec elle, il avait l'air tellement inquiet. Quand il parlait de ta mère, il évoquait sa grande beauté et une fin tragique. Quand je suis tombée enceinte, j'étais sûre que quelque chose d'hyper grave allait arriver, que j'arriverais jamais à être maman. J'ai rompu la chaîne de l'abandon. Il y a de la beauté là-dedans. Personnellement, j'ai versé une larme, mais voire même plus d'une larme, oui, toi aussi. Plusieurs reprises. Il est émouvant, mais dès le départ. Il est très élégant, très beau. Et très modeste aussi. Et très modeste. Il y a une véritable, je l'ai dit tout à l'heure, mais une sincérité, une générosité. C'est vraiment, je plonge dans l'abîme et je vous partage ça parce que c'est un besoin, ça répond à un besoin. Et c'est en ça que le film est extrêmement fort. Est-ce que tu avais vu le film Little Girl Blue de Mona Achache? Oui. Ça m'a vraiment fait penser à ça, mais avec beaucoup moins de côté intello, quoi, j'ai envie de dire. Oui, complètement. Romane Bohringer est tellement plus brute, plus un peu comme son père, est beaucoup plus accessible, exactement. J'avais absolument adoré Little Girl Blue, c'est pas le sujet. Ça fait beaucoup réfléchir. Oui. Et là, ça fait ressentir. Beaucoup plus encore. Et en plus, j'ai eu la chance de rencontrer Romane qui nous a expliqué plein de choses. C'était vraiment très touchant. Et là encore, je reviens à l'idée de la... Je t'ai peut-être coupé la parole, tu avais peut-être autre chose à dire. La forme est intéressante parce que elle, au départ, sincèrement, elle voulait vraiment faire une adaptation du livre. Elle a même cherché des comédiennes pour incarner pas Richard Bourget, Clémentine Autain, etc. Puis ça suffisait pas, ça remplissait pas, et elle avait des choses à ajouter, etc. Donc elle nous a expliqué qu'elle avait fait plusieurs pour que les personnages se retrouvent. Il fallait la partie de Clémentine, elle est tournée en 16 mm. Alors moi, ça ne me dit pas grand-chose, mais bon, on est inspiré par les années 70. Donc elle nous replonge effectivement dans sa façon de tourner dans les années 70. La sienne, c'est à base de documentaires, de documents, de photos, d'archives, etc. Et puis, il y a alors la dernière scène avec son fils, c'est plutôt en scope. Donc il y a plusieurs vies. On peut voir d'autres façons de filmer le cinéma. Et ça, c'est touchant, je trouve, aussi. Complètement. Et de raconter avec la matière. Ouais. Elle joue en ça, c'est pour ça que ça m'a évoqué aussi Mona Achache. Mais néanmoins, elle le fait en étant sans phare. Mona Achache, elle prend des chemins de traverse pour montrer qu'elle a du mal à dire. Romane Bohringer, elle y va cash, quoi. J'ai mal, je vous dis que j'ai mal, je vais pas cacher. C'est ça. Je cherche, je vous dis que je cherche. Oui. C'est d'une telle honnêteté que c'est confondant. Et donc voilà, 10 décembre, ça sort le 10 décembre. Dites-lui que je l'aime. C'est vraiment à voir. C'est un beau message d'amour. Et ce qu'il y a de chouette aussi, j'ai trouvé, c'est que les Bohringer, on les connaît. On a vu Romane Bohringer gamine. On connaît son père. Et du coup, ça donne... C'est bête, mais ça donne un petit côté un petit peu différent, puisque ça, c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas. Comme Clémentine Autain. De la même manière, Clémentine Autain. Qui est assez gonflée, parce qu'une femme politique comme elle le dit elle-même, ils sont tout le temps en train de... Voilà, c'est ça.
ça. Tout le temps, les scruter. Enfin bref, elle y est allée à fond quand même. En plus, elle l'a laissé libre de faire ce qu'elle veut, parce que le film a évolué par rapport au début. Non, c'est touchant. Il y a plusieurs moments, on a les larmes aux yeux, et ce qui est beau aussi, c'est qu'en fait, ce sont des jeunes femmes qui ont été abandonnées et qui ont trouvé une façon de pardonner et de retrouver leur équilibre. Voilà, c'est ça. Pour briser la chaîne, comme a dit Romain Bourringer. C'est beau. Vraiment un très très beau film. On va passer vite fait puisque l'heure tourne malheureusement très vite, mais de toute façon on vous dira jamais assez, allez au cinéma, il y a des tarifs, c'est facile d'accès, puis en plus il y fait bon, et puis les gens sont sympas, à Rouen ou ailleurs bien sûr. Alors c'est pour la rime Love Me Tender d'Anna Cazeneuve-Camba, et après moi je vous parle d'un film italien, aucun des deux n'aura de bande-annonce, mais Love Me Tender, tu nous dis 2 mots? Ah d'accord, je croyais que c'était fini. Non. encore. Bon, alors Love Me Tender, c'est un film qui a été présenté à Cannes, qui a été présenté à Cabourg, donc c'est dire qu'il fait plusieurs festivals comme ça, et qui a été présenté aussi à Sarlat, hein. Donc c'est un film qui a assez d'intérêt pour aller de festival en festival et d'être à apprécier. Donc ça met en scène l'histoire d'une jeune mère qui raconte tout simplement qu'ils ont été heureux avec son mari pendant plusieurs années, qu'ils ont eu un enfant et qu'au bout de 8 ans, ils se sont séparés. L'enfant a 8 ans, ils se sont séparés. Et tout va bien, tout se passe très bien. Voilà. Et puis un jour, et c'est là que la réalisatrice Anna Cazeneuve-Camba se met à filmer la vie d'aujourd'hui avec je ne sais plus comment elle s'appelle, c'est pas grave. Clémence, qui est jouée, c'est quand même intéressant, qui est jouée par Vicky Kriept. Pardon, faut que je me concentre. Et qui sa vie, elle vit des histoires d'amour, et puis surtout elle vit des histoires avec des femmes. Voilà, elle se découvre une sexualité différente, et là ça ne plaît pas du tout au père. C'est pas éclairé, c'est pas dit, mais en tout cas c'est à partir de là qu'ils demandent la garde seule. Ils avaient la carte partagée, ils veulent. Et donc, ça raconte pendant 2h30, et c'est long, 2h13, parce que ça donne la durée le ressenti de la durée d'une mère et d'un enfant qui ne se voient pas pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois, comment ça peut être long, et le temps de la vie et le temps de la justice qui n'est pas le même. Voilà. D'accord, c'était le Carole de Todd Haynes, où elle avait perdu la garde parce qu'elle avait découvert et accepté son homosexualité, que le père le refusait. Pas au même siècle, mais bon, voilà. D'accord, c'est la même histoire. Eh bien, ce film-là m'avait échappé. Merci Geneviève. Et moi, je voulais vous parler de Gioia Mia, Margherita Spampinato. C'est un film italien que j'ai découvert dans le cadre du Festival de Villerue, donc dans l'Est. Et c'est un film, mais c'est une petite pépite. Et pareil, on est sur je dis pareil par rapport à ce qu'on vous a évoqué tout à l'heure sur le Johansson. On est sur les générations. C'est l'histoire d'un jeune garçon d'une 10-11 ans qui se retrouve pendant les vacances à devoir partir chez sa grand-mère, je mets des guillemets parce qu'en fait c'est sa grande-tante, mais la grand-mère est décédée et donc c'est elle qui a élevé son neveu qui est donc quelque part son fils, donc voilà, c'est sa grand-mère et en fait il la voit évidemment jamais puisqu'elle est à l'autre bout de l'Italie et qu'ils sont une vie tellement prenante qu'ils descendent jamais dans le sud de l'Italie et qu'il y a une babysitter quoi, qui s'occupe de lui évidemment tout le temps, sauf que là il est assez grand et elle va se marier, donc il y a autre chose à faire. Et donc, il se retrouve confronté à cette grand-mère et jusqu'à lui dire, alors ça, on s'y attend un petit peu, mais en même temps, c'est fait avec une telle sincérité, une telle simplicité, je crois que c'est ça, c'est la simplicité, qui se retrouve à lui dire, mais pourquoi t'es pas comme toutes les grand-mères et que tu fais pas des câlins et des gâteaux? Et elle n'est pas non plus l'inverse, elle n'est pas Tati Daniel, mais elle est juste normale, elle fait sa vie, puis en fait elle s'est jamais occupée de lui, quoi, donc elle fait sa vie. Et lui il se retrouve il vient de la ville, on nous dit même pas d'ailleurs, cette bataille entre la ville et la campagne mer, mais il se retrouve à la mer et il n'y a rien, il n'y a même pas internet et les gamins qui jouent dans la cour sont des gamins qui jouent dans la cour sans aller jouer sur leur téléphone portable ou sur... Et donc c'est à la fois le choc des cultures, puisque c'est la ville et la campagne bien sûr, et ça c'est un peu connu on va dire, mais c'est fait avec une grande délicatesse et c'est surtout cette histoire de génération
Et à un moment donné, ça bascule, bien sûr. Le film est émouvant au possible. C'est vraiment une perle, c'est un petit bonbon d'amour. Je vous parle que de celui-ci, mais j'ai vu des perles dans le cadre de ce festival. Hors antenne, on va en causer parce qu'il faut vraiment pas louper le coche. Celui-ci sort mi-décembre. D'accord, voilà. Vous avez donc de quoi vous amuser. Gioia Mia, pour le coup... Et vous n'avez pas tout dit. Non, évidemment. Gioia Mia, pour le coup, c'est un film qui, je pense, qui peut rester à l'affiche et qui peut se faire pendant les fêtes de Noël avec les enfants, justement. C'est l'occasion, c'est pour ça que je voulais vous en parler. Oh, il y en a plein d'autres, vous avez compris, on en a évoqué quelques-uns. Ouais. Et avec les fêtes de Noël, il y a toujours les fabuleux dessins animés qui sortent. Zootopia 2, qui doit être super bien, mais on n'a pas vu, donc on ne peut pas en parler. Mais en tous les cas, aller au cinéma, on prend que le risque de se dire « Oh, c'était moins bien ». C'est pas grave comme risque, c'est vraiment, il y a pire. Merci à vous tous, bonne journée, bon mercredi, amusez-vous, allez au ciné, à très bientôt. Merci Geneviève, merci Nico. À l'année prochaine. À l'affiche. Ou pas. À l'affiche. Toi, t'es allé au ciné dernièrement ? Oui, j'y vais presque tous les jours. Mais si j'y vais pas, parfois je regarde de bons films à la télé. Ah oui, à la télé, c'est pas mal aussi. C'est pas mal aussi. Ouais. Mais en prévisionnement, c'est moins bien quand même. Oui, il vaut mieux l'avoir vu avant et replonger dedans quand on... C'est ça, retourner au cinéma, le pied de retourner au cinéma. Ou regarder un bon film télé, même les séries d'ailleurs. Oui, on peut parler de séries aussi. Ah oui, il y a du boulot là. C'est vrai, mais en fait, si on veut parler de cinéma, c'est parce qu'on veut parler d'émotion. C'est ça, et de vérité, de curiosité. Bref, on veut faire rêver, quoi. Oui, et continuer de rêver nous-mêmes. Bref, on vous parlera de films qui sont à l'affiche. Ou pas.